L'actualité aéronautique ces derniers temps est extrêmement riche et vous avez peut-être pas vu passer ces images qui datent du 3 mars dernier où pour la première fois, vous avez un avion de la 3e escadre, justement, ils aiment bien les 3, sur Mirage 2000D qui effectue pour la toute première fois de l'histoire de l'armée de l'air et de l'espace une passe de tir canon, passe de tir canon à 15 degrés de piqué avec un Mirage 2000D. Pourquoi est-ce que c'est tout neuf? C'est presque une nouveauté en 2025 de voir cet avion de l'armée de l'air et de l'espace pouvoir tirer au canon. Eh bien parce qu'il avait été choisi, pour des raisons techniques, de ne pas mettre deux canons sur 2000D, de mettre un navigateur à la place, je caricature un petit peu quand même, et du coup, il a fallu des années pour réussir à faire changer les mentalités, faire accepter qu'il fallait sur un avion d'attaque au sol un canon, et finalement, c'est avec un pod extérieur que ce Mirage 2000D RMV, rénové à mi-vie, peut maintenant appuyer les forces spéciales ou les troupes au sol. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on regarde un petit peu en détail ce qu'est le Mirage 2000D RMV, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais surtout vous emmener au champ de tir de Suippes, dans la Marne, sur un terrain qui avait été ravagé pendant la Première Guerre mondiale, afin de mieux comprendre ces images qui ont été partagées par l'armée de l'air en ce début mars. Allez, jingle. Comme vous le savez, ça y est, les forces ont reçu leur premier Mirage 2000D RMV, les rénovés à mi-vie. De la flotte de Mirage 2000D, par exemple, en 2012, nous en avions 78, en 2015, 71, eh bien 55 ont été rénovés et arrivent dans les forces. Le Mirage 2000D, initialement, c'était le 2000N prime. 2000N pour pouvoir faire la dissuasion nucléaire. Ils se sont dit qu'il fallait une version d'attaque au sol pour pouvoir mettre en œuvre de l'armement guidé laser, mais également tirer des missiles par tout temps, avec une capacité également de pénétration basse altitude. Dans la fin des années 80, il était réfléchi à passer des 2000N en 2000D. Donc le tout premier proto, ça a été un 2000N01 modifié. Et après, derrière, vous avez eu en 92 le 2000D02 qui venait du 2000N02 modifié. Et derrière, il y a eu le lancement des Mirage 2000D qui ont connu tous les engagements de l'armée de l'air depuis les années 90. En 93, c'est le 1.3 Navarre. En 94, c'est le 3.3 Ardenne qui devient opérationnel. Et si vous parlez avec un pilote ou un navigateur, ce qu'on appelle les NOSA, navigateurs officiers système d'armes de 2000D, il y a de grandes chances qu'ils aient beaucoup de missions de guerre, car entre le Levant, la Libye et le reste de l'Afrique, ils ont été de tous les conflits. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le 2000D à la base, eh bien, ce sont des MUD, la boue, spécialistes de l'attaque au sol. Et généralement, ils vont voler bas, ils vont avoir leur bidon, ils vont être collés au sol, et ils vont être protégés par les 2000-5, les 2000C à l'époque, par les Rafales maintenant, et ils vont devoir atteindre leur point de tir pour tirer leur scalp, tirer leur bombe de 250 kg, ou faire leur Noria canon, ou leur Noria passe laser, et pendant qu'ils vont pouvoir faire leur travail air sol, la chasse, l'RR va devoir les protéger. Alors, faire un avion d'attaque au sol sans canon, on est d'accord, c'était assez joueur. Il y a d'autres nations qui ont voulu faire des chasseurs sans canon. Le MiG-25, par exemple, les premières versions du Sukhoi 15 n'avaient pas de canon. Le F-106 américain, ils se sont dit avec l'AIM-4 Falcon, pas besoin de canon. Ils ont vite compris que ça serait un problème. Le F-4, Phantom 2, au début n'avait pas de canon. Et très rapidement, ils se sont rendus compte qu'il fallait mettre un pod canon. Et ensuite, derrière, vous voyez cette espèce d'excroissance au niveau du nez. Eh bien, c'est un canon de 20 mm qui peut tirer 630 obus à partir de 1965. La version F4E était de série équipée d'un canon. Il a fallu 32 ans pour que le Mirage 2000D ait le canon, mais ça y est, je peux vous dire que ça a toujours été un grand sujet dans les forces. Je pense qu'ils sont très contents de pouvoir faire ces passes canon. Mais regardons un petit peu en détail cette passe. Grâce à la DIRCAM et à Google Maps, nous avons pu localiser où se situe cette passe. Nous sommes donc dans la Marne, au nord de Saint-Dizier, à l'est de Reims, et vous voyez que nous allons attaquer la cible numéro 5. La cible numéro 5, elle est à 502 pieds d'altitude, et il s'agit d'une cible CKPM, d'une cible en croix, qui a des petites oreilles qui vont écouter vos obus passés et vous donner un score. Pour pouvoir tirer, il faut être dans un axe de tir très précis.
le cap 0,13 au cap vrai, pas confondre avec le cap magnétique, plus ou moins 3 degrés. Donc si vous êtes au cap 10, c'est bon. Vous êtes au cap 16, c'est bon. Vous êtes au cap 17, vous n'avez pas le droit de tirer. On ne sait pas trop où vos douilles pourraient tomber. Une fois que vous avez tiré, vous devez dégager par la gauche et monter au-dessus de 2500 pieds. Donc il y a des règles à respecter, ce qu'on appelle les CPUCT, les consignes permanentes d'utilisation de champ de tir. Et elles sont disponibles en source ouverte sur Internet, pour une partie en tout cas, si vous voulez regarder par vous-même. Ce champ de tir, il fait 13 500 hectares. Et accessoirement, c'est là que la toute première fusée française, la fusée Véronique, pour Vernon électronique, a été tirée dans les années 50. C'était la Véronique R. Elle était petite, elle faisait 6 mètres, 1 tonne. Et au début, ça n'a pas tout à fait été un succès. Mais après, derrière, la France s'est mise à tester ses fusées à Vernon, dans le Sahara, et après forcément à Kourou. D'ailleurs récemment, vous avez dû voir les Rafales de la 30e escadre protéger Ariane 6 qui décollait avec un satellite pour la direction du renseignement militaire. En ce 3 mars, la 3, comme elle est surnommée, a pu faire 6 passes dans cette mission de tir canon. Comme vous pouvez le voir, l'objectif est de tirer à 15 degrés de pente, aux alentours des 150 mètres de sol à 1,2 km de la cible. Initialement, regardez en haut, vous voyez la vitesse, nous sommes à 385 nœuds et après, rapidement mettant le nez vers le bas, ça va accélérer. Vous allez chercher votre pente grâce au vecteur vitesse, le fameux VVI, qui vous donne une idée, grâce à l'informatique embarquée, de où votre avion va aller. Là, on voit qu'on est à 13 degrés de pente, mais ça reste dans la norme. On a l'annonce radio de la part du pilote. 74 in hot 014. 74, la fin de son indicatif. In hot, c'est-à-dire qu'il est les ailes à plat face à la cible, prêt à ouvrir le feu, au cap 014. Il doit être au cap 013, plus ou moins 3, donc il est dans les purs. L'officier sur le champ de tir, à visuel du Mirage 2000D, à visuel de la cible, estime que le nez pointe dans la bonne direction, ça évite de faire comme on a vu en Corée du Sud récemment, et va donc l'autoriser à soulever le master arm et ouvrir le feu. Il répond cleared hot 74. Là par contre, pas de collationnement, le pilote prend sa visée, ouvre le feu, dégage à la bonne distance, part en virage par la gauche sous facteur de charge et retourne en vente arrière pour ce circuit, cette noria de tir canon. Si vous faites de l'aviation générale, vous connaissez le circuit d'aérodrome. Une noria canon, c'est la même chose, c'est un circuit, c'est juste que plutôt que de toucher des roues, vous envoyez des obus. Derrière, à la fin de la vidéo, vous entendez 7-4 target hit, c'est donc le compte-rendu de la part de l'officier de tir qui va dire qu'il a touché la cible. Et suivant les capteurs, vous allez même avoir un score de manière à savoir combien d'obus ont été entendus par la cible. 7-4 in hot 014. Cleared hot 7-4. Target. Alors en définitive, cette vidéo, eh bien, elle nous permet de voir qu'en 2025, on revient quand même aux bases. Alors que sur Internet, il y a pas mal de fantasmes sur le futur de la guerre, on voit qu'à l'heure actuelle, la réalité de nos forces, c'est quand même des choses beaucoup plus pratico-pratiques et permettre à notre Mirage 2000D, qui a plus de 32 ans, d'être rénové, de pouvoir embarquer les GBU-49. J'ai eu la chance d'en tirer en super étendard, une bombe qui fonctionne très bien, qui a besoin des clés GPS américaines, si vous souhaitez l'utiliser en GPS, qui peut être guidé également en laser, et surtout qui peut arriver suivant un axe ou suivant un angle que vous décidez. Le Mirage 2000D RMV pourra également emporter 6 bombes au lieu de 2 de 250 kg, mais surtout, il pourra prendre des Mika IR, ce qui va augmenter sa capacité d'autodéfense, et le tout avec la liaison 16 va même lui permettre de faire peur à n'importe quel chasseur qui se rapproche, parce que le Mika, sur désignation L16, ça fait peur. Au final, tout cela est cohérent avec la vision actuelle de l'armée de l'air, qui serait d'avoir environ 185 avions de combat à l'horizon 2035, dont une quarantaine de Mirage 2000D à rénover à mi-vie. À voir si ce format évolue, on a fait une vidéo sur le sujet. Ce format n'est vraiment pas fou. Je vous rappelle que 100% d'un parc n'est jamais disponible à l'instant T, que plus un avion vieillit, plus ça demande des excellentes compétences au niveau de la MCO, du maintien en condition opérationnelle, plus vos mécaniciens sont en fait des artisans, des orfèvres qui arrivent à recréer des pièces pour maintenir en condition opérationnelle vos avions, et que un Rafale, même si sur le papier il remplace 5 autres types d'avions, bien dans un vol, dans une mission, il peut quand même pas tout faire. Si vous avez besoin qu'un avion aille tirer des bombes, mais également qu'il fasse du combat aérien, un Rafale avec des bombes sous les ailes
ne peut pas atteindre des vitesses supersoniques. C'est connu en source ouverte. Donc à partir de là, vous vous doutez bien qu'il va falloir des avions spécialisés en air-sol, accompagnés par des avions spécialisés en air-air. Oui, il existe ce qu'on appelle la swing, et on s'y entraînait beaucoup en Rafale Marine, faire plusieurs types de missions en même temps. Ça va être possible si par exemple vous avez tiré des missiles, parce que là vous avez encore une capacité à faire du supersonique. Mais si vous commencez à porter 6 bombes de 250 kg, eh bien là, vous êtes bloqué dans le subsonique. Et juste pour vous donner une idée de les problématiques en termes de vitesse, prenez cet avion, on va dire qu'il va à Mach 1, peut pas passer supersonique, on est d'accord, Mach 1, Mach 0,95, il peut pas passer supersonique parce qu'il est équipé en air-sol, il a toutes les bombes. Vous prenez un autre chasseur qui est derrière, qui essaie de le remonter, qui lui est en configuration supersonique à Mach 2. Chaque minute, ce chasseur-là, à votre avis, il reprend combien de kilomètres à l'autre avion? Eh bien, si vous commencez à 18 km derrière, en 1 minute, en gros, vous êtes au canon dessus. Donc, la vitesse a son importance en combat aérien. La spécialisation, même si on nous a beaucoup vendu cette capacité omni-rôle, c'est vrai, mais dans certaines missions, si vous êtes face à une menace qui est forte, qui est spécialisée, vous allez quand même devoir spécialiser votre matériel. Donc se dire, on réduit le format de notre effectif, mais c'est pas grave, c'est compensé par la capacité omni-rôle de nos vecteurs, c'est très mal comprendre la réalité du combat aérien. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous faire un briefing, une vidéo sur justement qu'est-ce que c'est que l'omni-rôle, qu'est-ce que c'est que la swing, car j'ai eu la chance d'être formé chef de patrouille swing rôle, ce qui était quelque chose d'absolument fascinant. C'est génial à faire, mais ça a ses talons d'Achille, ça a ses problématiques, que l'on soit américain, que l'on soit allemand, que l'on soit français, que l'on soit anglais, russe ou chinois. Et justement, eh bien, les soutes sont là pour gommer un petit peu ces problématiques-là, ce qui relance le débat de l'importance des avions dits de 5e génération qui, entre autres, doivent avoir une soute, ce qui leur permet, avec des bombes, d'être supersoniques. Là, je commence à un peu trop teaser le sujet. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Dans tous les cas, on se reverra peut-être dans votre entreprise. Comme vous le savez, on fait des formations au leadership, au followership. On fait également des stages sur plusieurs journées, une sorte de team building avec vos collaborateurs. Mais plus récemment, on a commencé également à faire des interventions pour vous permettre de mieux comprendre le contexte géopolitique dans lequel nous nous trouvons actuellement. N'hésitez pas à contacter Laurence, à vous connecter sur LinkedIn, on publie pas mal de contenu sur ce sujet. Je vous mets le lien sur mon LinkedIn et celui de Laurence juste en dessous. À très vite sur la chaîne ou dans votre entreprise et d'ici là, fly safe.